Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous accueillir pour une heure d'actualité 100% régionale. Au sommaire, des livres et une BD. Ça sera à la page avec notre camarade Martial Debrief, des petites pépites, un roman alsacien et la BD que vous avez vue. Delphine Vespizer s'essaie au sport, c'est ce qu'on verra durant l'émission, notamment la course à pied. Jérôme Gilles, journaliste, on parlera du JDE, le journal des enfants. Cet hebdo distribué dans 85 pays fête ses 35 ans à découvrir demain et dans quelques instants sur notre antenne. Avant cela, c'est le JT. Anna Britz. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, c'est d'abord cette importante intervention policière qui a eu lieu dans l'après-midi au lycée Roosevelt de Mulhouse, suite à des appels et rumeurs faisant état d'une alerte à la bombe, puis d'une prise d'otage. Tous les lycéens ont pu être évacués en fin d'après-midi. Il s'agissait a priori d'une fausse alerte et à l'heure où nous enregistrons, les policiers procédaient aux dernières vérifications. Dans le reste de ce JT, nous reviendrons sur la simulation de crash aérien qui s'est déroulée hier soir à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ensuite, saviez-vous que le port autonome de Strasbourg est le deuxième port fluvial de France ? Des visites en bateau étaient organisées aujourd'hui pour le découvrir. Enfin, à 2 semaines de l'ouverture des marchés de Noël, il reste des emplois à pourvoir, essentiellement dans le milieu du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration, comme nous le verrons à Colmar. Si vous habitez dans le secteur de l'aéroport de Bâle, et plus particulièrement Bartenheim, vous avez peut-être entendu hier soir les nombreuses sirènes des secours. Si le dispositif paraissait impressionnant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour autant. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile de type crash aérien, organisé par la préfecture du Haut-Rhin. Marine Zis et Gilles Kunz étaient sur place. Il est 19h30 lorsque l'exercice commence. Un avion A320, représenté par cette tente, s'est écrasé en phase d'atterrissage. Une dizaine de minutes plus tard, les premiers camions de pompiers arrivent. 55 personnes étaient à bord de l'avion en provenance de Nice et à destination de Bâle. J'ai mal. Vous allez faire quelque chose pour la douleur en bas du dos? Oui, on va se charger de vous, monsieur. On va certainement vous passer. D'accord. Nostalgique, d'accord, mais ça, il faut d'abord qu'un médecin vous voit. D'accord. Ok, on va essayer de vous déplacer sans. L'urgence ne va pas forcément être d'évacuer tout de suite les victimes, puisque les hôpitaux vont être débordés. Donc il faut d'abord que tous les moyens s'organisent pour accueillir ces victimes-là. Donc on va procéder à l'extraction des victimes par rapport à la carlingue de l'avion, voilà, pour aussi les protéger. Il va y avoir un premier niveau de ramassage qui va justement les amener sur ce... Voilà, là, on a trouvé un bâtiment dur qu'on nous a mis à disposition, sinon ça serait une tente, un point de rationnement des victimes, qui est une étape intermédiaire de premier tri, d'enregistrement des victimes, parce qu'il faut leur nom pour la gendarmerie et les forces de l'ordre. Et ensuite, on a ce qui est en train de se mettre en place, notre poste médical avancé, qui est un petit hôpital de campagne. Les blessés sont ensuite transportés dans les hôpitaux de la région, voire même au-delà, notamment en Suisse. Quand tu as les moyens, tu les mets prêts à partir, tu me les recenses et tu me rends compte. Ok, voilà. je Les te deux trouve je suis là sur la 622. Ok, sur la 622, parfait. Okay. Et le FPT, je les engage ou pas alors? Le FPT, non, laisse-les en attente, je vais faire le point Les en avant si on a FPT. besoin. Ouais. Donc Ok, pour l'instant, reçu. ils attendent les deux FPT. Je transmets ça au 674 au CRM. C'est bon. Ok, très bien. Près de 400 personnes ont participé à cet exercice. Secours, forces de l'ordre, collectivités, mais aussi une vingtaine d'observateurs. Là, nous avons surtout cherché à tester l'alerte, la bonne coordination entre les différents acteurs et la mise en place du poste médical avancé. On ne peut pas essayer le test de l'ensemble des phases, mais nous avons cherché quand même à le faire le plus réaliste possible sans perturber trop la circulation aux abords, la circulation aérienne. Il est évident que dans une situation réelle, la circulation aérienne serait immédiatement interrompue et que nous aurions à gérer beaucoup d'autres enjeux, notamment dans l'aéroport et dans la circulation alentour. Vous imaginez bien que la population, les riverains, les véhicules qui circulent autour verraient leur situation perturbée. D'ici quelques semaines, des débriefings seront organisés service par service afin d'évaluer les points à améliorer. Le dernier exercice de ce type date de 2013.
À 2 semaines du début des marchés de Noël, les derniers préparatifs sont en cours. Les marchés de Noël, c'est du tourisme, du folklore, de la sécurité, mais aussi de l'emploi, car les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration recrutent encore. Ainsi, 17 entreprises se sont réunies au conseil départemental du Haut-Rhin à Colmar pour la 6e édition du Christmas Job, une matinée où les employeurs ont rencontré des demandeurs d'emploi, dont des bénéficiaires du RSA. Préparés au préalable par Pôle emploi, les candidats étaient plus de 150 à s'être présentés. Ils avaient entre 5 et 7 minutes pour convaincre les recruteurs. 45 postes sont à pourvoir. On écoute tout de suite la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, et le directeur de l'agence Pôle emploi, François Picard, au micro de Gilles Kuntz. Rien que sur le marché de Noël de Colmar, il y a des centaines de milliers, voire millions de touristes qui viennent. Et donc, les commerçants ont besoin d'avoir des effectifs beaucoup plus importants que le reste de l'année. Et donc, on a besoin de salariés. Et c'est une belle occasion pour les bénéficiaires du RSA de retrouver la possibilité de mettre le pied à l'étrier et d'avoir pendant quelques semaines un emploi. L'intérêt de ces offres d'emploi qui sont dans un premier temps saisonniers pour la fin d'année, c'est que forcément, elles vont permettre de pérenniser certains postes si les candidats donnent satisfaction. Alors que les champs se vident peu à peu, les agriculteurs doivent stocker leurs légumes pour l'hiver et la facture d'électricité peut très vite monter. Alors la Chambre d'agriculture propose des visites de conseillers pour aider au mieux les agriculteurs à adapter leurs exploitations. Plus d'explications avec Camille Roland. Salut Roland, ça va? Ça va bien? Ouais, c'est bien. Je passais juste comme ça, on avait dit, on va regarder le nouveau bâtiment de stockage. Ouais, c'était bien, ouais. C'est une visite de routine pour Denis Young. Ce conseiller de Planète Légumes est déjà venu plusieurs fois chez Roland Schweitz, producteur de pommes de terre à Dutlenheim. Aujourd'hui, il constate les avancées de son projet de construction d'un bâtiment de stockage et lui apporte des conseils pour réduire sa consommation d'énergie. Il ne fait pas trop chaud dehors, donc on peut se permettre d'ouvrir un petit quart d'heure, quoi. Oui, voilà, en plus la journée, ça ramène de l'air aussi humide. Voilà. Ça évite aux pommes de terre de dessécher. Voilà. Et c'est gratuit aussi, l'air frais extérieur. Voilà, donc là il y a le groupe froid. Sur ce bâtiment-là, déjà il y a ce groupe spécial avec le moteur variateur de fréquence. Donc ça c'est 40% d'économie d'énergie. Après il y a beaucoup d'autres solutions. Il y a la prise d'air extérieur qui est là. Donc ça permet de prendre de l'air quand l'air est assez froid à l'extérieur. L'air va être aspiré ici. Et donc c'est de l'air froid qui est gratuit, qui va refroidir les tas de pommes de terre, au lieu d'utiliser le groupe froid. C'est qu'après la récolte de pommes de terre, il faut pouvoir les conserver. Une étape cruciale dans la production qui peut parfois être très coûteuse en énergie. Roland possède 4 bâtiments avec des groupes froids qui lui coûtent à eux seuls entre 4 000 à 5 000 euros par mois en électricité. Alors, il a investi dans des matériaux moins énergivores. À partir du moment qu'on stocke les pommes de terre, des mois où le pic de consommation était vraiment à l'extrême. Après, passant au niveau du stockage, là aussi on a fait le tour des bâtiments. On a investi dans des matériaux qui consomment moins d'énergie, jusqu'à 40 voire 50% moins d'énergie. Par contre, au niveau du coût d'achat, du prix de revient, le matériel est aussi à 30 à 40% plus cher. Voilà. Donc on essaie d'être présent sur toutes les nouvelles technologies. En fait. Depuis 1997, la station d'expérimentation et de conseil Planète Légumes propose aux producteurs de fruits et légumes du Grand Est des réunions techniques, des formations et des conseils individuels. Le but, les aider dans le développement de leur structure. Le problème principal, c'est que le coût de l'énergie augmente tous les ans quasiment. Et par contre, le prix de la pomme de terre, lui, est très volatile. Il peut avoir de 1 à 7 en fonction des années. Et donc l'investissement se faisant sur 20-30 ans, il faut être sûr de pouvoir vendre et stocker sa pomme de terre le plus longtemps possible pour lisser les prix et compenser ces hausses du prix d'énergie. Donc une des solutions, c'est justement faire des économies d'énergie. Et l'équation ne laisse pas trop de marge de manœuvre. Les patates doivent être conservées bien au frais pendant 6 à 9 mois à une température bien précise. En dessous de 10 degrés, la pomme de terre se fragilise et au-dessus de 15 degrés, la consommation d'énergie est trop importante. Alors Roland Schweitz prête aussi une grande attention au temps. Il surveille avec attention sa petite station météo installée au fond du jardin. On peut anticiper, voilà, si on sait que la nuit est fraîche, avec aussi, ici on a 78% d'humidité, le matin on est à 97%. Donc avec ça, on peut bien aérer et ventiler les pommes de terre pendant plus d'heures. Des économies sont donc possibles tout au long du cycle de production, de la plantation au conditionnement, une manière pour les producteurs de rentabiliser leur activité.
C'est un lieu gigantesque et pourtant méconnu des Alsaciens. Il s'agit du port autonome de Strasbourg. Il avait organisé des journées portes ouvertes lors des journées du patrimoine avec un franc succès, suffisamment pour renouveler l'expérience aujourd'hui avec 4 visites exceptionnelles en bateau de ce port où transitent près de 6 millions de tonnes de marchandises par an. Romain Hirt a pris place à bord. Ces curieux s'apprêtent à prendre le large depuis le quai des Belges. Direction le port autonome de Strasbourg, un lieu encore peu connu des habitants, mais qui est pourtant le 2e port fluvial de France. Et c'est parti pour une visite d'1 heure. Bienvenue à Strasbourg-sur-Mer. L'idée de cette visite, c'est autant de voir son passé, son histoire avec la ville, voir comment la ville et le port sont intimement liés, que de voir qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui, quelle transition économique, énergétique on a mis en place au port, quelles sont les entreprises qui font vivre la ville, etc. On a à cœur de faire connaître les 400 entreprises qui sont au port de Strasbourg, mais aussi c'est un enjeu d'emploi, puisqu'ici on a 10 000 emplois directs, donc une source d'emploi intéressant. Et puis aussi c'est une fierté, on a l'espoir secret que les Strasbourgeois soient aussi fiers de leur port que certaines villes maritimes. Les visites du port en bateau ont fait mouche lors des dernières journées du patrimoine. Alors, en partenariat avec Bateaurama, le port autonome de Strasbourg compte bien capitaliser sur cet intérêt croissant. D'où la création de ces visites sur mesure, pour le moment en phase de test. Donc on va remonter ici le bassin des remparts, prendre une écluse gérée par le port, et ensuite aller voir les installations portuaires, notamment le terminal et les fameux portiques. Une idée qui semble porter ses fruits. Ça m'a permis déjà de découvrir le port autonome de Strasbourg, voir toute l'activité qui s'y présente. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ignore, qu'on ne sait pas. C'est un pan de Strasbourg qu'on ne connaît pas. Et là, ça m'a permis de voir qu'effectivement, à côté de la ville de Strasbourg, il y a autre chose que le centre-ville. Sur tout ce qui est environnemental, transport et tout ça, on n'imagine pas. Et surtout l'importance de ce port de Strasbourg. Par contre, j'ai trouvé que la visite, on n'avait pas vu assez, on a vu très peu de bassins, je reste sur ma faim. Vu le succès de cette première édition, nul doute que la formule sera renouvelée. Mais pour cela, il faudra certainement attendre l'année prochaine. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Un salarié heureux est 2 fois moins malade, 9 fois plus loyal et 55% plus créatif qu'un autre. Alors une entreprise d'Oberhausbergen a imaginé le Buloscope. C'est une sorte de salle de repos nomade, bienfaisante et personnalisable. Installé dans un fauteuil confortable, à l'abri des regards, le salarié chouchouté peut dormir, se booster, se relaxer ou méditer grâce à des programmes de relaxation, sophrologie, musique ou micro-sieste. Installé à demeure ou en location à la journée, plusieurs PME alsaciennes l'ont déjà adopté, de même que le Palais des Congrès de Strasbourg et même le Conseil départemental du Bas-Rhin. Voilà pour la détente. Merci beaucoup Anna pour ces informations. On accueille le plateau du soir. Martial Debris venait nous rejoindre et le journaliste Jérôme Gilles pour les 35 ans du JDE. C'est le journal des enfants. Je vous demande en avant-première puisqu'il sera disponible dans les kiosques dès demain. On en parle dans un tout petit instant après la météo. C'est parti. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce jeudi 7 novembre. Et le matin, c'est pas mal d'averses qui nous attendent sur l'ensemble du territoire alsacien. Ce sera un petit peu plus sec chez nos voisins suisses et allemands. Toujours pas mal de nuages bas également prévus sur le territoire et des températures en chute libre en matinée. On met son gros pull, 4 degrés seulement prévus dans le nord du Bas-Rhin ainsi que du côté de Mulhouse, 5 degrés pour le centre Alsace, entre 5 et 6 degrés seulement chez nos voisins allemands, 5 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. L'après-midi, c'est un vrai mois de novembre qui nous attend avec toujours beaucoup de pluie sur tout le territoire. Pas de jaloux, par contre ce sera pour tout le monde. On verra peut-être un tout petit peu plus d'éclaircies sur le Haut-Rhin ou encore dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg. Ça grimpe légèrement côté Mercure. Comptez 9 degrés prévus du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 9 degrés également pour Mulhouse, 10 degrés pour Colmar, Saverne ou encore pour Strasbourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi et ça s'arrange légèrement, du moins côté humidité parce que les températures, elles, sont en chute libre. Comptez seulement 9 degrés au meilleur de la journée en Alsace, 8 degrés chez nos voisins suisses et allemands.
Jeudi, nous serons donc le 7 novembre et nous fêterons les Karines. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h23 pour se recoucher à 17h. Voilà, je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20. À demain. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et le journaliste et responsable éditorial de ce journal, le JDE, le journal des enfants, est notre invité ce soir. Comment allez-vous, Jérôme Gilles? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 35 ans quand même demain. C'est quoi le JDE? Alors le JDE, c'est 3 lettres qui signifient Journal des enfants. Donc comme son nom l'indique, c'est un journal qui s'adresse aux enfants à partir de l'âge de 8 ans. Demain, c'est le 35e anniversaire. C'était quoi la volonté de départ en 1984? Alors, en 1984, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait quelques chaînes de télé seulement, quelques radios. Et donc, l'idée de départ de la personne qui a créé donc, le JDE, Béatrice Desrubes pour la citer, était simplement de rendre l'actualité accessible aux enfants. Elle s'était rendue compte, effectivement, qu'à cette époque-là, c'était compliqué, quand on était jeune, de suivre l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, son idée a été de rendre l'actualité accessible aux plus jeunes. Et de faire les lecteurs enfants, les lecteurs de demain, du journal Alsace en l'occurrence, ça appartenait au journal Alsace, ça faisait même partie du groupe. Voilà, et effectivement, le journal a été créé par le journal Alsace, donc à Mulhouse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il est fabriqué, écrit à Mulhouse. Voilà, et on a pu aller, vous le voyez sur ces images, au sein de l'impression du print des DNA. C'était lundi, ça sort, vous l'imprimez tous les lundis et ça sort le jeudi, c'est ça? Voilà, il est bouclé le lundi à 15h, imprimé dans la foulée sur l'imprimerie des DNA à Strasbourg, et puis distribué donc à nos abonnés, parce qu'au départ, le JDE, c'est un journal disponible sur abonnement, donc les lecteurs le reçoivent chaque semaine, le jeudi, dans leur boîte aux lettres, et là, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, il est également disponible en kiosque dans 23 départements de l'Est de la France. Alors c'est un vrai journal en tant que tel, moi je suis très fan, je vous l'ai dit, et c'est très sincère, je l'avais découvert à Athènes au lycée franco-hellénique, qui était distribué donc en Grèce à tous les élèves. On a pris un numéro au hasard, on va vous le faire découvrir, numéro au hasard, ça commence toujours en fait, dans votre ligne éditoriale, par une page, c'est celle-ci, c'est l'actu chaude, c'est ça? Voilà, exactement. Le journal se présente effectivement de la même façon qu'un journal pour les adultes, c'est-à-dire avec des rubriques qui sont chaque semaine. C'est-à-dire, on voit là-dessus le prix Nobel de la paix, voilà. Tout en haut. Donc là, la première page, enfin la double première page, c'est l'essentiel de l'actualité internationale ou nationale en bref. Xavier Dupont de Ligonnès, il y a l'exosquelette pour une personne qui est tétraplégique. Ça arrive après sur la page Monde. Donc on a l'actu qui est le Hard News, voilà, ce qui s'est passé rapidement. Et là, on arrive sur le Monde. Comment est-ce que vous décidez, en conférence de rédaction, j'imagine, Jérôme, de dire tiens, là on va parler de la Syrie ou encore de Donald Trump qui lâche les Kurdes et la Turquie qui attaque les Kurdes. On est vraiment là dans le dur, quoi. Oui, effectivement, il y a pas. Alors le principe du JDE, c'est qu'effectivement il n'y a pas de sujet tabou où les sujets dont on va traiter, enfin dont on va parler, sont les mêmes qu'on peut retrouver dans les journaux pour adultes. Donc la question qu'on se pose tout simplement, c'est qu'est-ce qui fait l'actualité, quel est l'essentiel de l'actualité de la semaine, de quoi on a parlé ou de quoi les enfants ont pu entendre parler. Donc là, en l'occurrence, c'était la question syrienne et kurde. Ouais. Donc voilà, nous on décide alors effectivement d'expliquer comment et pourquoi, enfin comment ça s'est passé et pourquoi. Vous avez un retour des jeunes sur ce journal? Oui, alors on les croise régulièrement dans les salons, on est présent sur les salons du livre à Paris notamment, et souvent ils viennent nous voir effectivement, alors ils sont toujours très, très, très gentils et les retours sont souvent, enfin ceux qui viennent nous voir en tout cas sont très positifs, mais on a des lecteurs qui sont très attentifs, on s'en rend compte parfois malheureusement une autre petite erreur qui se glisse dans nos pages, on a des retours assez rapides et on a des lecteurs très attentifs et très fidèles. Alors c'est vraiment bien fait, on a l'actu chaude, on l'a vu, on a le Monde et on a l'actualité en France. En l'occurrence, là c'est quoi un EPR, d'accord, pour l'avenir nucléaire en tout cas de la France, ou encore la réparation du cercueil du pharaon, et il y en a un petit peu plus loin, le doc. Le doc, c'est un décryptage que vous faites sur un sujet, en l'occurrence là c'est les dauphins, les cétacés. Oui voilà, alors c'est un sujet toujours dans l'actualité, mais qu'on développe de façon un peu plus importante
importante que les autres, donc un peu plus approfondie, donc il va prendre un peu plus de temps. Il se présente sous 3 pages. Là, vous avez pris l'exemple des cétacés, effectivement, donc on explique un petit peu, donc c'est le monde des baleines, voilà, effectivement. Si le journal de cette semaine, par exemple, donc, qui paraîtra demain pour les 105 ans, voilà, on a un dossier sur le harcèlement à l'école. Donc c'est la journée du harcèlement à l'école le 7 novembre, donc le jour de la sortie. Donc on est allé faire un reportage dans un collège, à la rencontre de jeunes qu'on appelle les sentinelles, qui sont à l'écoute, effectivement, des jeunes victimes de harcèlement. Et le vocabulaire est adapté alors pour écrire ce genre de journal? Alors oui, enfin, en tout cas on essaye, c'est un petit peu notre credo, c'est-à-dire qu'on traite effectivement des mêmes sujets, les sujets dont on parle sont les mêmes que dans la presse adulte, mais on va en parler de façon différente. Donc on va faire attention aux mots évidemment qu'on emploie, de façon à ce qu'ils soient compréhensibles des plus jeunes. Alors simple mais pas simpliste, c'est un peu notre credo aussi. C'est un exercice qui n'est pas évident, effectivement, et ça nous prend un petit peu de temps pour l'écrire. Ça demande un petit peu de recul aussi sur l'actualité. C'est aussi pour ça que le rythme hebdomadaire convient parfaitement, plutôt que quotidien. À 3 journalistes et demi. Voilà, alors à 3 journalistes, et plus une assistante qui s'occupe un peu de tout ce qu'il y a autour de la rédaction. C'est un gros boulot, pas de sujet tabou. On voit qu'on parle de Daesh aussi, avec le chef de Daesh est mort. Voilà. Donc quand vous voyez une info comme ça, vous vous dites tiens, il la faut la semaine prochaine. Oui, alors effectivement, il faut expliquer, enfin l'idée c'est d'expliquer ce qui s'est passé et qui était le chef de Daesh. Mais là, pour prendre cet exemple-là, voilà, on l'a abordé sous un angle qui va peut-être intéresser ou attirer un peu plus le regard de l'enfant, à savoir l'angle du chien qui a permis cette arrestation et qui a été mis en avant à ce moment-là. Donc on attaque, l'angle choisi, on attaque par ce fait-là, qui après un prétexte effectivement pour expliquer un peu plus, de façon plus approfondie qui était le chef de Daesh, qu'est-ce que représente cette arrestation et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il y a des sujets sur lesquels vous ne voulez pas toucher. Je pense à des sujets comme la pédophilie, qui sont des sujets qui vont concerner justement cette tranche d'âge. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous écrivez? Alors on s'interdit absolument aucun sujet. Et effectivement il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, donc on va traiter peut-être un peu différemment, où on va prêter un peu plus d'attention, mais on ne s'interdit vraiment aucun sujet. Il y a uniquement les faits divers. Alors le fait divers pour le fait divers, on ne fait pas de fait divers. On ne va pas le traiter, on va en parler à partir du moment où ça va devenir un fait de société, mais les sujets, notamment, plus encore quand ça touche ou quand ça concerne les enfants, on ne s'interdit pas de les aborder. Il n'y a aucun... Voilà, le numéro des 35 ans, je l'ai entre les mains, voilà, il va sortir demain. Nouveauté, c'est qu'on va le retrouver en kiosque aussi. Oui, voilà, ça c'est la grande nouveauté de cette année d'anniversaire. Hormis un petit changement, changer un petit peu la maquette à cette occasion-là, mais la grande nouveauté, effectivement, c'est qu'à partir de maintenant, depuis la rentrée, on peut acheter, on trouver le JDE en kiosque chez votre marchand de journaux, dans 23 départements de l'Est de la France, donc ça bouge vraiment de Avignon à Metz en passant par Mulhouse et Strasbourg. Donc il est disponible. Donner le prix. Voilà, pour 1,60 €. Le JDE, effectivement, jusqu'à présent, était disponible uniquement sur abonnement. On peut encore, évidemment. On peut, et on le recommande toujours. De l'avoir dans sa boîte aux lettres tous les jeudis matin. Voilà, l'idée, c'est effectivement que l'enfant le reçoive chaque jeudi dans sa boîte aux lettres. C'est son journal. C'est une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent. Et c'est surtout une très bonne idée pour s'ouvrir l'esprit à l'actualité dans le monde, avec toutes les fake news qu'on a maintenant aussi sur nos téléphones. Ça permet comme ça d'avoir un petit peu de recul sur l'actualité internationale, nationale et française. Vous restez avec nous, Jérôme? Oui, bien sûr. Voilà, c'est un plaisir. Moi, JDE, encore une fois, je le recommande clairement. À suivre, c'est Martial Debrief, une belle sélection de livres. J'ai vu qu'il y a même une bande dessinée alsacienne. Il y aura également Votre Alsace avec Delphine Despizer, c'est après ça. Et retour en plateau, 24 ans en Alsace, avec À la page, Martial Debrief. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ça pique, ça gratte.
C'est horriblement caustique et c'est un régal. Ça s'appelle Propriété privée et c'est de Julia Deck aux éditions de Minuit. Alors c'est l'histoire d'un couple qui va faire un crédit pour s'installer dans un éco-quartier. Vous savez, le style bobo, intéressant, où tout le monde peut se reposer après une journée de travail. Et ils pensent qu'ils vont avoir la paix et le respect. Et ça va être le début d'une terrible aventure. D'abord parce que... Ça se passe pas comme il faut. Ah non, pas du tout. Derrière le mur vont s'installer les Lecoq. Et les Lecoq, ils arrivent avec leur bébé et leur charroux. Ils vont s'observer, ils vont se critiquer, ils vont se détester et jusqu'à se haïr et vouloir même se venger. Alors Julia Deck a écrit un ouvrage vraiment réussi, d'abord parce que c'est très bien écrit, c'est un style direct. On est vraiment du début à la fin happé par l'histoire, mais aussi et surtout parce que c'est un roman quasiment psychologique, très intense, et tout le monde en prend pour son grade, y compris le chat. Donc il faut faire attention à ses voisins, c'est ce que vous me dites. Ah, il faut faire très attention à ses voisins. D'ailleurs, ce livre m'a fait penser à ce proverbe que mes parents me donnaient toujours. C'est un proverbe mauritanien qui dit « Avant d'acheter une maison, mieux vaut-il d'abord s'intéresser aux voisins ». D'accord, c'est la morale. Propriété privée. Notez bien les livres de Martial Lebriff, parce qu'on terminera avec un petit clin d'œil au Goncourt que vous aviez présenté ici. On passe d'un écoquartier au Königsbourg. Au Königsbourg, un très beau roman, d'ailleurs qui m'a fait sourire, rire, et puis même découvrir une partie de l'Alsace. C'est un livre sur le Haut-Königsbourg et Sherlock Holmes. Alors c'est de Jacques Fortier, ça s'appelle, voilà, Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Alors on commence en 1190, hein, on est en Cilicie, c'est l'équivalent de la Turquie actuelle, et puis Barberousse désire en fait cacher un trésor dans un château en attendant le retour des croisades. Et 800 ans plus tard, Sherlock Holmes, avec sa moustache, en train de déguster une forêt noire à côté de notre ami Guillaume II, eh bien, se voit confier la recherche de ce trésor qui pourrait être en fait en tout cas une fortune. Et il se demande même... 800 ans après. 800 ans après. Voilà. Et Sherlock Holmes en Alsace. Et Sherlock Holmes en Alsace, oui, c'est énorme quand même. Hein. Mais ça, c'est du Fortier. Exactement. Voilà. Et on se retrouve dans une situation extrêmement cocasse où on part à la recherche de ce trésor. On se demande même d'ailleurs si Guillaume II n'est pas en train de faire le Haut-Königsbourg pour cacher le trésor. Alors, ça, c'est quoi? Alors, c'est une très belle édition qui vient d'arriver, là, même dans les studios, et qui a été éditée juste pour les 10 ans du Verger éditeur, qui fait un travail remarquable sur les enquêtes rhénanes et qui sera à la librairie Kléber samedi à partir de 14h30 avec nombre d'auteurs. Écoutez, c'est vraiment c'est pas une BD, hein, mais c'est... un livre qui a été illustré par Vlou et qui est le même texte, mais par contre, vraiment beaucoup plus agréable à lire. En tout cas, c'est un livre merveilleux. Vous allez passer un très bon moment et vous allez même apprendre des choses sur la cuisine alsacienne. Alors, pour m'en apprendre sur la cuisine alsacienne, il fallait quand même en faire beaucoup. Voilà, et on termine avec une BD, du coup, avec des vraies images. Alors, oui, c'est une BD sur Strasbourg, toute neuve. Elle vient de sortir en librairie. 9 dessinateurs se sont attelés à ce travail remarquable. C'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'une BD divisée en 9 chapitres sur des sujets qui ont été traités de façon à moult reprises, comme la naissance de la cathédrale de Strasbourg. Et puis on va avoir également des sujets qui sont beaucoup plus rares, comme la bataille d'Auersbergen. Alors, 9 histoires. Et si vous n'en avez pas encore assez, avec les dessins qui sont tous très différents les uns des autres, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, eh bien, vous pouvez vous repérer aux introductions qui sont réalisées en tout début de chaque histoire et qui sont vraiment très bien illustrées avec une frise. Et on découvre bien l'histoire de Strasbourg de façon à la fois sérieuse et à la fois avec le plaisir d'une BD. C'est aux éditions Petit à Petit et c'est le premier volume. Je pense qu'il y en aura d'autres. Super, hein. Strasbourg, d'Argentoratum, évidemment, à la guerre des Rustaux. Voilà. Et je ne pouvais pas finir cette chronique. Exactement. Hein, je ne pouvais pas la finir sans féliciter le prix Goncourt
pour un livre qui s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », c'est de Jean-Paul Dubois. J'avais adoré cet ouvrage que je vous avais présenté en chronique le 8 octobre dernier. Voilà, bravo à vous, comme ça il y a les petites pépites et qui en plus deviennent de grandes pépites. Restez avec nous, il nous reste une petite minute avant de retrouver Delphine Vespizer. Jérôme Gilles, vous avez le J2 devant vous, vous me l'avez piqué. Oui, hein voilà, moi je le reprends juste ici comme ça pour vous le remontrer encore, ça sort demain. Noël, c'est pas loin. Idée cadeau, c'est un abonnement. Oui, on peut abonner ses enfants. Effectivement, oui. On a un abonnement, on va dire entre guillemets découverte, 6 mois pour ceux qui ne connaissent pas et veulent pas forcément s'engager sur une année. Ouais. Sinon, effectivement, l'abonnement classique, c'est une année, 47 numéros. Oui, à 1,60€ le numéro, c'est 6,40 par mois. Ça, voilà, c'est ça, à peu près. On On a tendance à dire, effectivement, c'est à peu près 5 € par mois. Ouais. Voilà, pour avoir un vrai accès à l'information. Hein, c'est quoi le J2? C'est un remède anti-fake news? Oui, on peut, en tout cas, il a été créé à une époque où effectivement les médias, il y avait très peu de médias, comme on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un afflux d'informations sur les réseaux sociaux, Internet. Voilà, donc c'est aussi une façon un peu de donner une information vérifiée aux plus jeunes. Et dernière question, on peut le dire à partir de quel âge, Jérôme? Alors, à partir de 8 ans, et il n'y a pas d'âge, je dirais, limite pour le lire. C'est beaucoup de parents qui viennent nous voir en nous disant qu'ils le piquent discrètement. Voilà, le bonjour à toute la rédaction de ce JDE, 3 journalistes qui sortent ce numéro tous les jeudis. Vous avez toutes les informations jde.fr pour un abonnement cadeau pour vos enfants aussi. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. On repart dans l'actualité, on va retrouver Delphine Vespizer et après le magazine Au cœur de l'Europe. Salut Pinhunter et bienvenue à Weibruch. Aujourd'hui, nous allons partager bien sûr la passion de Roger. Bonjour Roger. Bonjour Delphine. Ça va bien? Très bien. Alors ta passion, merci. On peut dire, c'est de la course, du footing, du jogging. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit exactement? On dit du footing, jogging, footing, c'est un peu la même chose. La course, c'est quand il y a un chrono. La course, c'est quand il y a un chrono et qu'on participe à des courses aussi. Voilà. Combien de temps, ça fait longtemps que tu as cette passion? Moi, ça fait 30 ans, une bonne trentaine d'années. Ok, aujourd'hui, tu as aux alentours de 60 ans. Oui. Tu as commencé il y a 30 ans. Mais c'est tard, 30 ans pour commencer la course, non? Effectivement, c'est un voisin qui m'avait demandé un dimanche matin d'accompagner le petit groupe. Ah, ça, c'est le gentil voisin qui dit « Allez, viens courir avec moi alors que tu n'as jamais couru. » Et j'ai jamais couru avant. Et alors, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit « Oui, je relève le défi. » Oui, j'ai dit « Je relève le défi. » Au début, c'était quand même un peu difficile. Au bout de combien de temps tu as commencé à tirer la langue? 4 km. Ah ouais, Et eux, ils ont fait 10, donc après 4, oui, ça a commencé déjà à chauffer un peu. Ici, on est à Weibruch et c'est toi qui es devenu le coach et qui transmet cette passion. C'est ça, je transmets la passion à quelques athlètes. Donc on a encore des jeunes qui débutent aussi, et des confirmés, des jeunes et des plus vieux. Enfin, on a de tout. On a de tout. On a de 17 ans à 77 ans, voilà, qu'on entraîne un petit peu. Ça, c'est très très bon, on va faire la connaissance de tout le monde. Bon, alors Roger, pour tout te dire, j'ai mis ma belle combinaison aujourd'hui parce que ça fait à peu près 3 ans que je cours comme ci, comme ça. Alors, est-ce que tu veux bien me donner tous tes trucs et astuces et devenir mon coach? Mais avec plaisir. Bon, cool. On peut commencer directement. Ah on commence. Allez, alors on commence. Et vous êtes aussi nouveau ici? Pas tout à fait. Ah ouais, ça fait combien de temps que vous courez? 25 ans à peu près. Ah ouais, quand même. Oui, et j'ai commencé tard. C'est pas vous, Freddy? Si, c'est ça. Je vous présente le fameux Freddy. Freddy, 77 ans. Vous courez combien de fois par semaine? 2 fois. Combien de kilomètres? Entre 12 et 15 km. Ah ouais. Et vous faites encore d'autres activités en plus, non? Oui, une fois par semaine piscine et en principe une fois par semaine vélo encore. Incroyable. Ouais. Je vais aussi vous demander d'être mon coach. Je crois que vous avez des choses à m'apprendre. C'est cool. Je fais mon exercice. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et là, Roger, je fais quoi? Je fais que ça? C'est bon, t'as joué. Et après ça va tout seul.
Donc ça, Roger, c'est juste un exercice d'une série d'exercices qui dure pendant 25 minutes avant de commencer à faire un footing. Enfin non, après le footing en gros, et puis... c'est ça. 20 minutes d'échauffement, courir. Après, il y a à peu près 15 minutes sur les ateliers. Ok. Et après, on commence au menu, le gros menu. Bon alors Roger, si j'ai envie de devenir une super athlète, ouais. Il faut que je sache plein de choses, forcément. Est-ce que c'est important de manger d'une certaine manière? C'est très important l'alimentation, bien sûr. Et surtout ne pas manger avant de courir. Ok, on peut faire une pause aussi. Parce on que peut la faire pause, une pause. Très bien. C'est important de faire des pauses quand on court, non? Justement, la récup est très importante. Il n'y a pas que de courir, et pour le fractionner. Oui. Faire des pauses. Et les journées de récup aussi. Ça aussi. C'est très important. Pas courir tous les jours spécialement. Ah ouais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à courir tous les jours et récupérer. Donc, il y a les journées de récup qui sont très importantes. Ok. Et est-ce que c'est vrai que quand on a un point de côté, il faut mettre le doigt comme ça? Non, ça c'est pas vrai. J'ai déjà fait, mais je pense pas. Ça fonctionne pas. On peut faire ça. Maintenant, les points de côté, avec le temps, il n'y en a plus. Ça part tout seul. C'est vraiment la classe d'avoir un coach comme ça, non? Non, c'est clair. Ouais. Merci. Un coach comme Roger, c'est une passion. Il vit pour la course à pied. Il est fan de la course à pied. Il se lève le matin, il pense course à pied. Toute la journée, il pense qu'à ça. Sur Facebook, il vous envoie des conseils. Comment mieux récupérer, quoi manger. D'accord. Les exercices de gainage. Merci beaucoup Roger de m'avoir fait partager ta passion et merci à tous, c'était vraiment très sympa. Donc on se donne rendez-vous dans quelques mois pour un semi-marathon, c'est ça? C'est ça, oui, on commence par un semi, effectivement. Merveilleux. Super, merveilleux. Et nous on se dit et à bientôt. Il faut faire attention à son alimentation, ne pas trop manger. Déjà, je l'ai remis le mercredi soir aussi. Parce que... Alors pardon, en fait là ça part... Et place à présent au magazine Virgin Europa, ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Cette émission est rediffusée toutes les heures bien entendu et en replay à partir de demain sur le site alsace20.tv. Bonne soirée, salut! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Vous l'avez remarqué, c'est le beau temps aujourd'hui qui nous fait sortir et nous sommes à Greffern en Allemagne, près du Bac Rhénan. Heute geht es Naturschutz, Klimaschutz. Nous allons parler de nature et de protection du Klima. Bonjour Isabelle. Hallo Fanny, wir werden uns gleich mit Volker Späth treffen. Er ist vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz in Bühl, genauso wie mit Christian Braun von der LPO im Elsass. Deux spécialistes vont nous parler d'un projet franco-allemand, Ramsar Biodiversität. Wir werden mit beiden gleich über das deutsch-französische Projekt Ramsar Biodiversität sprechen. Wie erfolgreich das Projekt Ramsar Natur war, das zeigt sich an der Fortsetzung des Projektes. Herr Späth, Sie kommen gerade von der ersten Sitzung des fortführenden Projektes, nämlich Ramsar Biodiversität. Was waren denn da heute die Themen? Le projet est très réussi. Aujourd'hui était la première réunion du projet Ramsar Biodiversität. Quels étaient les sujets évoqués? Wenn man die erste Sitzung hat, dann geht es erstmal darum, dass man nochmal die genaue Fragestellung, also auch das, für was man sich verpflichtet hat in dem Projekt, was also als Ergebnis geliefert werden muss, nochmal konkretisiert. Und dann geht es um den Arbeitsplan. Also wie verbringen wir das erste Jahr, mit welchen Terminen, mit welchen Zeitfenstern bearbeiten wir welche Themen. Und in diesem Fall auch, wann planen wir unsere kleinere Eröffnungsveranstaltungen zum Beispiel und wie gehen wir auf externe Experten zu, auf die involvierten Verwaltungen, all diese Dinge. Und wann sind wir im Gelände und schauen, was auf deutscher und französischer Seite sozusagen an mustergültigen Maßnahmen im Gelände eigentlich schon zu besichtigen ist. Alors Monsieur Braun, avant qu'on parle du projet actuel, il y avait un ancien projet qui s'appelait Ramsar Natur. C'est ça, de quoi est-ce qu'il s'agissait? Bevor wir von diesem aktuellen Projekt reden, reden wir ein bisschen vom Ramsar Natur. Voilà, donc il s'agit du premier projet qui devait mettre en place un peu une stratégie
transfrontalière par rapport à toutes ces questions environnementales. Donc on avait l'habitude, chacun de son côté, de travailler sur des problématiques des fois identiques, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Donc c'était déjà de voir un peu dans quelle mesure on peut travailler ensemble, aussi par rapport aux problématiques administratives. Herr Braun, die LPO nimmt ja an vielen Projekten vom Naturschutz, aber auch vom Tierschutz teil. Fanny, du hast zum Beispiel auch ganz spezielle Bilder gedreht. Ich glaube, dabei ging es auch um die Vogelzählung. Fanny, tu as participé à un projet européen lors du comptage des oiseaux, c'est ça? Exactement, Isabelle. Alors nous nous sommes rendus justement pas très très loin d'ici parce que la LPO compte avec d'autres partenaires tous les ans les oiseaux en Europe. Die LPO zählt die Vögel in ganz Europa und das ist jedes Jahr im Januar. Und die haben auch vor ein paar Wochen und ein paar Jahren eine deutsch-französische Gruppe gegründet. Ils ont mis en place une équipe franco-allemande pour ce comptage des oiseaux annuel. Même par un froid de canard, les bénévoles de la Ligue pour la protection des oiseaux se retrouvent à l'étang de Plopsheim. Canards, cygnes, grèbes, cormorans ou hérons, ils sont nombreux à ne pas se geler les plumes en cette période de l'année. Régulièrement, les bénévoles les observent et réalisent des comptages. Il y a quelques semaines, il était l'heure de recenser ces volatiles hivernant dans les zones humides. Il y a, selon les hivers, selon la rigueur de l'hiver, entre 10 000 et 20 000 oiseaux qui hivernent ici, donc c'est considérable. C'est plus de 20%, 20-25% du total alsacien qui est ici. Les zones humides ont été divisées par plus que 2 en quelques dizaines d'années. Et donc les espèces qui sont liées à ces endroits souffrent énormément. Et donc nous essayons de participer à des programmes de protection des zones humides. L'organisme Wetlands International coordonne ces comptages, permettant d'observer l'évolution de la présence des oiseaux hivernants dans les zones humides européennes. Dans les années 70-80, on était à 100 000 oiseaux d'eau sur le Rhin. Maintenant, on a dégringolé sur l'ensemble de l'Alsace, cours du Rhin, plus comptage extra-rhénan, à 50 000 oiseaux. Et sur le Rhin lui-même, le comptage de l'an dernier, en janvier 2018, était plus faible qu'on n'ait jamais enregistré. Il y avait à peine un petit peu plus que 30 000 oiseaux sur le Rhin. Donc on pense que le réchauffement climatique a forcément un effet, avec des hivers beaucoup plus doux, donc pas seulement plus doux chez nous, mais plus doux aussi dans le nord de l'Europe, ce qui fait que les oiseaux restent dans le nord de l'Europe pour hiverner, viennent moins dans nos régions, et donc on constate une baisse d'effectifs. Les comptages permettent de mettre en avant près de 5 millions de kilomètres carrés de zones critiques pour la conservation des oiseaux. Ces zones sont pour la plupart classées UNESCO ou zones importantes pour la biodiversité. Le Rhin et ses abords font partie des sites propices à l'accueil des volatiles. Afin d'éviter des doubles comptages sur le fleuve, la LPO Alsace a créé un groupe franco-allemand depuis quelques années. Depuis 2014, donc, on fait effectivement des comptages en commun, on s'est réparti les secteurs. Sur certains secteurs, comme ici au plan de Plopsheim, eh bien, ce sont des équipes mixtes, les Français et les Allemands qui comptent ensemble. On a cette année 10 secteurs sur les 24 gros secteurs rhénans qui ont été comptés par des équipes mixtes et ça marche très très bien. En Alsace, ils sont près de 120 ornithologues amateurs à régulièrement participer à des comptages d'oiseaux. Leurs observations enrichissent un inventaire de plus de 200 000 données ornithologiques régionales. Herr Braun, wir kommen zu dem deutsch-französischen Projekt zurück. Wie ist das Projekt denn überhaupt zustande gekommen? Welche Idee steckt denn auch dahinter? Comment est né le projet franco-allemand? Quels sont les enjeux? À l'origine, la naissance, c'est déjà la rencontre de personnes. C'est toujours comme ça que ça commence. On peut avoir des idées, mais il faut que les gens se rencontrent. Donc il faut trouver les bons partenaires, les bons interlocuteurs. Et l'occurrence, là, c'était le NABU, qui est l'équivalent de la LPO, mais côté allemand. Et donc le constat, c'était, comme je l'ai déjà dit, qu'il était nécessaire de travailler ensemble sur des projets transfrontaliers le long de l'axe rhénan. Bon, déjà dans un souci de cohérence, aussi des soucis d'économie. L'argent public, notamment, se fait de plus en plus rare, donc il faut qu'on soit mieux coordonné, plus solidaire, etc. Voilà. Alors justement, on parle de collaboration. On va en parler encore une fois avec Monsieur Speth. Also die Zusammenarbeit, war es leicht? Was waren die Herausforderungen und wie hat es alles funktioniert? Also bei dem ersten Projekt war es schon so, dass wir uns auch mal kennenlernen mussten und auch die Arbeitsweisen sind auf der französischen und der deutschen Seite doch sehr unterschiedlich. Wir hatten dann eben auch einen Baustein drin, dass wir mal Organigramme machen der französischen Verwaltung, auch der deutsch-französischen Verbandsstruktur beim Umweltbereich.
Und da haben wir dann schon festgestellt, dass da doch erhebliche Unterschiede gibt. Und vor allem auch auf der deutschen Seite war es zum Teil auch weniger gut durchblickbar, weil wir auch eine sehr differenzierte Verbandslandschaft haben, weil aber auch die Daten jetzt zu gefährdeten Arten neben der Naturschutzverwaltung auch bei verschiedenen privaten Organisationen und Experten sind. Et quel projet devrait être mis en œuvre cette année avec Ramsar Biodiversität? Das heißt, welche Projekte sollen jetzt in diesem Jahr konkret umgesetzt werden? Was haben Sie sich da ausgedacht? Also wir haben im letzten Projekt am Schluss auch 6 gefährdete Tierarten herausgefiltert, für die es auf beiden Seiten, je nachdem, gute Erfahrungen gibt mit Maßnahmen, wo einfach sagen wir, Best Practice Erfahrung da ist. Und wir haben uns gesagt, mit dem neuen Projekt möchten wir das eigentlich noch optimieren. Wir wollen jetzt wirklich für 6 Arten, ja, das sind dann 4 Vogelarten, eine Fledermaus und eine Amphibienart, der Laubfrosch. Für diese Arten werden wir ganz konkret Maßnahmen umsetzen. Das Merci, heißt, Monsieur. Danke, Herr Schmidt. Danke, Herr Braun, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Parlons du climat maintenant, Isabelle. Nous avons assez parlé de la nature, je crois. Alors, tu as été à Ettlingen sur un projet franco-allemand, je crois. Du warst in Ettlingen und du hast einen Beitrag gedreht über ein deutsch-französisches Projekt, oder? Genau, richtig, ja. Und zwar wurde in Ettlingen das sogenannte Klimaschutzmobil eingeweiht. Und zwar ist es ein deutsch-französisches Projekt der Partnerstädte Ettlingen und Epernay. Das bedeutet, dieses Klimaschutzmobil ist sowohl in Ettlingen unterwegs, aber auch in Epernay in Frankreich und informiert die Bürger über den Klimaschutz. Das heißt, die Bürger können auch dort alle ihre Fragen loswerden. Les villes jumelées d'Ettlingen et d'Epernay ont officiellement inauguré leur caravane de protection du climat. L'objectif, c'est d'informer les populations locales sur la protection du climat. Ein kurzes Foto vor dem neuen Klimaschutz-Infomobil. Dann geht es am verregneten Donnerstagmorgen wieder rein ins Trockene und Warme. Seit 1953 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay. Seit 2014 gibt es ein neues Themenfeld, auf dem sie gemeinsame Wege gehen: der Klimaschutz. Mit der heutigen Einweihung des Klimaschutz-Infomobils können die Pläne in die Praxis umgesetzt werden. Dass ein rollendes Fahrzeug dafür eingesetzt wird, hat einen ganz bestimmten Grund. In ersten Gesprächen haben wir von den Kollegen in Epernay gelernt, dass die zu den Kunden gehen. Die gehen in die Wohnquartiere, die gehen hinaus aufs Land, weil sie sagen, wir dürfen nicht darauf warten, bis die Menschen zu uns kommen. Wir müssen zu den Menschen, weil wir wollen ja die Menschen erreichen, nicht die Menschen uns. Und das war letzten Endes der Hauptbeweggrund, uns zusammenzusetzen und zu sagen, wie machen wir das? Und aus diesen Überlegungen, immer auch verbunden mit dem einen oder anderen Glas Champagner, ist die Idee des Infobusses entstanden. Genauer gesagt im Jahr 2014. Rund 4 Jahre hat es gedauert, bis die Idee in die Tat umgesetzt werden konnte. Circa 10 Quadratmeter ausklappbare Ausstellungs- und Beratungsflächen stehen in dem umgebauten Wohnmobil zur Verfügung. Die Partnerstädte können das mit Erdgas betriebene Mobil jeweils für ihre Zwecke einrichten. Die Bürger sollen sich rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz informieren können. Protection donc de l'habitat, protection de mobilité, comment se déplacer, les énergies nouvelles, utilisation de panneaux solaires, utilisation de vélos électriques, enfin, toute cette énergie où on est obligé de combattre l'énergie fossile, qui est une énergie qui va à terme disparaître. Das Infomobil soll im gleichen Maße in Deutschland und in Frankreich im Einsatz sein. Seinen großen ersten Auftritt in Ettlingen wird es bei der Leistungsschau haben. Der Weg zum Mobil kein leichter. Umso größer die Freude über den heutigen Tag. Diese Arbeit ist natürlich nicht ganz einfach gewesen. Wir kommen über eine Ländergrenze hinweg, wir kommen über Sprachgrenzen hinweg und wir haben unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Das alles unter einen Hut zu bekommen und auch ganz individuellen Ansprüchen von mehreren Partnern gerecht zu werden, das war keine einfache Aufgabe. Das hat auch von allen wirklich Kooperationsbereitschaft und Kompromissbereitschaft erfordert. Aber wir haben es hinbekommen und ich glaube, da können alle Beteiligten sehr stolz drauf sein. Im Lauf der Jahre haben sich durch das Tandem-Projekt Freundschaften entwickelt. Der Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten konnte intensiviert werden. Die Kosten für das Infomobil belaufen sich auf rund 200.000 €. Kosten, die beide Städte gerne in Kauf nehmen, um den Klimaschutz voranzutreiben und die Partnerschaft weiter zu stärken.
Ça y est, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se revoit déjà le mois prochain pour une nouvelle édition de Nous sommes l'Europe. Das war es schon wieder von einer neuen Ausgabe von Wir sind Europa, Nous sommes l'Europe. Nächsten Monat gibt es wieder eine neue Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.